Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler, pour faire un retour d'expérience dans le cadre des midis circulaires de la construction. Donc, le premier retour d'expérience de l'année et qui est consacré à la caserne, la fameuse caserne du Pont-à-Char à Poitiers, qui a des grosses ambitions en termes d'économie circulaire. Et donc, je vais mettre ma caméra, ça sera un peu mieux. Et donc, nous avons trois intervenants. Donc, nous avons Brice Kester, qui est architecte sur cette opération. Thomas Delannoy, qui représente la maîtrise d'ouvrage de la CEP et de Poitou Aménagement. Et Agathe, Agathe Belli, de la mécanique des ruines, qui s'est occupée de la partie réemploi tout particulièrement. Et donc, n'hésitez pas pour vos questions, comme d'habitude, à la fin. Et je laisse la main à Brice, qui a la présentation. Oui, je vais partager, mais ce sera Thomas qui va commencer à vous présenter ce projet Boulevard de la Gare à Poitiers. Bonjour à tous, vous pouvez passer directement à la slide suivante. Donc oui, donc Thomas Delannoy, moi juste pour me présenter très rapidement, je suis directeur de projet. Alors à la fois à la CEP et à la fois à Poitou Aménagement, mais c'est deux structures juridiques consoeurs. Donc Poitou Aménagement, notre mission, c'est qu'on est mandataire pour la ville de Poitiers sur le gros morceau, c'est-à-dire le projet c'est la ville de Poitiers qui est maître d'ouvrage. Et après, je travaille aussi pour la CEP, où là, c'est la CEP qui est maître d'ouvrage pour l'aménagement intérieur de la halle au camion, voilà, de la partie hébergement. Donc la caserne, en deux mots, c'est effectivement un site qui est propriété de la ville de Poitiers. L'image que l'on voit, c'est une perspective là qui est issue du plan guide de la ville de Poitiers et qui consiste au réaménagement de l'intégralité de l'îlot de la caserne Pont-à-Char. Et la caserne, c'est un morceau de cet îlot. Donc, on va réhabiliter 4700 m² de locaux existants sur les 6200 m² qui existent sur les bâtiments de la caserne en quatre pôles. Donc, le premier pôle, c'est le pôle, enfin, sur la slide, c'est le pôle atelier. Donc, c'est le bâtiment qui est, voilà, que Brice montre avec la souris qui est en rez-de-chaussée. Et donc, ce sera des ateliers pour les filières économiques et créatives dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Ensuite, il y aura le pôle hébergement pour 2130 m², c'est la partie verte, où là, il y aura à la fois une nouvelle auberge jeunesse de 160 lits sur les deux tiers du bâtiment, à la fois des logements sociaux pour des publics fragiles, des femmes victimes de violences et des familles en voie de régularisation de papier. Après, il y aura un pôle tertiaire de 900 m², c'est qu'on appelle la rotonde, c'est le bâtiment rose, où là, ce sera des bureaux, toujours de l'économie sociale et solidaire. Et enfin, le socle jaune en dessous de la partie hébergement, où il y aura un bar et un restaurant, et le restaurant étant ouvert sur le quartier, donc il ne sera pas du tout réservé au personnel du site, mais à tout un chacun. Donc, c'est un projet qui a deux étages, donc 11 millions d'euros TTC de dépensés par la ville de Poitiers, avec des participations de l'État, de la région et du Fonds Sud-Europe Atlantique. Et après, une deuxième maîtrise d'ouvrage au sein du bâtiment Allo Camion Hébergement, où là, c'est une société de projet qui s'appelle La Grande Échelle et dont l'actionnaire majoritaire est la CEP et qui fait un investissement de 5,4 millions d'euros TTC. Et après, il y aura des locataires à l'intérieur de ces bâtiments réaménagés. Donc ça, on la passe parce que c'est le montage juridique qui est assez complexe, mais ce n'est pas notre sujet, donc je vous propose de passer cette slide et puis de donner la parole tout de suite à Brice pour la partie architecturale et de construction durable. Oui, effectivement, une slide pour se focus sur un projet qui se veut dans la mouvance de la frugalité heureuse créative. Tout d'abord par la démarche BDNA qui a été demandée par la maîtrise d'ouvrage et avec un objectif de médaille d'argent qui a déjà été atteinte en phase d'étude. La phase chantier est en cours et on aura d'ici la fin de l'année ou début d'année prochaine la deuxième réunion pour présenter notre projet en phase chantier.
Et donc, comme l'a dit Thomas, il y a plusieurs sujets. Il y a notamment la co-construction avec les associations, avec la FUH, qui est la Fédération Unie des Auberges de Jeunesse, euh, avec les associations La Croix-Rouge et Santorin, qui vont héberger les publics fragiles dans 6 appartements. Et puis, d'un point de vue architectural et technique, il y a une grande volonté de sobriété, de réemploi qui a été développée, on va y revenir, de renaturation. Ça répond aussi aux ambitions de la ville sur le quartier gare. La renaturation de la vallée de la Boivre est importante et à notre échelle, on essaie d'y contribuer, à la fois par des imperméabilisations, la gestion des eaux pluviales, la biodiversité, y compris avec des nichoirs dans l'épaisseur des façades. Et puis, dès qu'on peut, avec des matériaux neufs, aller vers des matériaux biosourcés et locaux, on essaie de le faire. Un calendrier avec une livraison qui est prévue pour mi-février l'année prochaine. Je ne vais pas m'attarder, je ne pensais pas le sujet. Donc l'opération est bien avancée. Caserne 1, c'est-à-dire l'enveloppe se terminera à la fin de l'année et puis l'ensemble, y compris l'aménagement intérieur pour mi-février. Donc on a une maîtrise d'œuvre, je ne suis pas tout seul, donc Brice Kessler, architecte au sein de l'agence Duclos. On est plusieurs à y travailler à l'intérieur, mais je suis entouré d'une équipe multidisciplinaire. Agathe, la première qui se présentera, de la mécanique des ruines qui nous épaule sur toute la partie réemploi, économie circulaire. Et puis tout un tas de bureaux d'études. On va passer rapidement, mais ils sont tous importants pour nous parce qu'ils nous font avancer sur tous les sujets. Une maîtrise d'œuvre qui est aussi, on a une maîtrise d'ouvrage à la ville de Poitiers, à la CEP Poitou Aménagement, avec les bureaux de contrôle Socotec et le SPS Qualiconsult. Des entreprises où on a eu la chance d'avoir beaucoup d'entreprises locales. Euh, on y reviendra sur comment tout ça a été découpé. Et puis voilà, donc un bâtiment qui date des années 60, réalisé par Marcel Ajus, un architecte de la ville de Poitiers à cette époque-là, pour construire une caserne de pompiers, une caserne assez importante. On voit sur cette image la halle aux camions, on les voit tout en rouge en bas, avec au-dessus les appartements. L'idée c'était au départ que ces appartements donnent directement dans la halle avec les fameuses barres de pompiers pour intervenir le plus rapidement possible. Et puis à droite, on aperçoit la, la rotonde, le pôle euh, des bureaux où était la direction de cette caserne. Et qui, voilà. Donc l'idée, c'est que toute cette caserne garde à peu près les mêmes fonctions. Des logements restent des logements ou une auberge jeunesse, des bureaux restent des bureaux. Il n'y a que la halle au camion qui va devenir un bar-restaurant, vous le verrez. L'histoire, je continue, s'est poursuivie dans les années 90 avec mon confrère Patrick Vétier, qui a fait la réhabilitation, rénovation énergétique de la partie à gauche, à l'eau camion des appartements. Et donc, le troisième cycle de 30 ans est en cours et nous voilà avec la nouvelle image du projet. Dans les grandes lignes, on a voulu à la fois révéler le patrimoine historique de ce bâtiment, de le souligner. Alors, ça se voit sur la halle au camion. On essaie de retrouver cette grande hauteur de la halle, puisqu'on va l'utiliser en créant une mezzanine à mi-hauteur. Sur le bâtiment des bureaux, où on essaie de garder l'architecture, on a juste une ITE en biosourcé avec un enduit pour essayer de garder les lignes de ce qui existait avant. Et puis on rajoute un moucharabier qui parle un peu d'architecture de cette époque-là. J'y reviendrai plus tard. Et puis le bâtiment d'hébergement qui surplombe tout le reste et qu'on a voulu tourner vers le 21e siècle avec une réponse biosourcée puisqu'il est isolé en paille, avec une résille en façade qui va faire grimper de la végétation. Voilà. Et puis quelques ambiances pour vous faire vivre ce qui aura bientôt à l'extérieur, à l'intérieur. Donc un parvis, on voit à gauche, on voit en haut à gauche, pardon, assez minéralisé, qui va laisser la place plus tard sur l'aménagement du boulevard. Ça, c'est pas nous, avec une voie potentiellement bus ici, mais surtout piéton, cycle. Et le boulevard gardera juste une 2 fois 1 voie
pour les véhicules, pardon. Voilà, on aperçoit les ateliers qui seront assez ouverts sur le parvis. L'image en bas à gauche, c'est la cour intérieure, donc c'est ce qui se passe derrière, qu'on ne voit pas sur cette image. Donc très végétalisé, on pourra, quand on sera au bar, au restaurant, sortir, donc ça sera ouvert à tout le monde. Et puis des images intérieures de la halle au camion qui se transforme pour être le bar-restaurant. Une des grandes volontés politiques aussi, c'était d'ouvrir au maximum ce bâtiment sur le quartier. Je passe rapidement, c'est pas le sujet du jour, mais une isolation en paille hachée en partie sur sur l'ensemble du bâtiment d'hébergement, avec la paille qui est produite localement. C'est la coopérative de la Tricherie qui se trouve entre Poitiers et Châtellerault, donc les champs à quelques minutes du chantier. Une usine de transformation de la paille pour la rendre en paille hachée qui se trouve à Bonneuil-Matour, qui est pas loin non plus. Et puis un matériau qui reste sans additifs, qu'on met en œuvre tel quel à une certaine densité et qui permet à la fois de stocker du CO2, mais aussi de jouer un rôle d'isolation, de confort d'hiver, mais aussi de confort d'été, très important. Voilà comment s'est passé le chantier. C'était avec des panneaux construits hors site. On voit les menuiseries qui sont assemblées en atelier, insufflées, bardées. Tout ça est préfabriqué et posé panneau par panneau sur les façades de maçonnerie existantes. La gestion des eaux pluviales, elle est importante sur ce projet puisque quand une goutte d'eau va tomber sur la toiture, elle va rentrer dans les tuyaux d'eau pluviale, mais on va la récupérer déjà au R+2 sur une grande terrasse. On va avoir des bacs de plantation pour notre végétation qui va grimper sur les façades, qui font sorte de cuve de rétention en partie pour permettre à la végétation d'avoir un stockage. Et ensuite, il y a un trop-plein qui va se déverser. Ce trop-plein va se diriger lui-même vers une cuve de récupération des eaux pluviales. Si nos bacs sont à sec, on pourra toujours réutiliser l'eau qui sera stockée en bas pour les arroser. Et puis enfin, ce bac lui-même a un trop-plein et se déverse dans une cuve, enfin un stockage enterré dans la cour qui va participer aussi à la végétalisation de cette cour. Et enfin, le reste de l'eau pourra enfin s'évacuer dans les tuyaux, mais on aura utilisé 3 fois l'eau de pluie avant qu'elle puisse repartir dans les tuyaux. Et là, en propos introductif sur le réemploi, je vais laisser la main à Thomas qui va vous expliquer le rôle du maître d'ouvrage, puisqu'il arrive en amont de la maîtrise d'œuvre, et il est important, et je pense qu'on va balayer toutes les étapes du chantier, mais sous l'œil de la maîtrise d'ouvrage avant qu'Agathe prenne la parole. Oui, merci Brice. En effet, une seule slide, mais quand même pour dire des choses à l'intention des maîtres d'ouvrage. C'est qu'avec dorénavant ce retour d'expérience que l'on a, puisqu'on est plus proche de la fin que du début, il faut vraiment avoir en tête que les choses ne sont pas sur ce projet-là devenues comme par magie, et le maître d'ouvrage a un rôle vraiment plein et entier et très important à porter. Donc, il faut une politique, à être volontariste. Ça, c'est le point de départ de tout. Il faut vraiment avoir envie, quand on rentre dans un processus de faire du réemploi de manière modeste ou très développée sur un projet, être volontaire. Et il faut s'y engager, et ça veut dire qu'il va falloir œuvrer et prendre du temps pendant tout le projet. 3 actions, c'est ce que je viens de dire. La première, c'est il faut que le politique ait cette ambition et qu'il l'affirme. Ça, c'est son rôle. Et après, que tous les uns et les autres que nous sommes aujourd'hui autour de la table, on puisse mettre cette ambition politique en œuvre. Donc la deuxième étape, c'est il convient, et là c'est Agathe qui nous a accompagnés, enfin qui nous a demandé de le faire au début du processus. Il faut fixer des objectifs opérationnels. Donc sur ce projet-là, parce que j'ai repris un des comptes rendus du début de l'aventure, parce que sur le réemploi, on peut partir dans tout un tas de directions, mais il faut quand même se fixer un cadre ambitieux
ou moins ambitieux, peu importe. Et nous, les objectifs que on a de la maîtrise d'ouvrage qu'on a posé sur la table au début du projet, voilà, le 19 décembre 2023, bon, il y en avait plusieurs, mais il y en avait vraiment 3 grands objectifs. On souhaitait utiliser le projet de la caserne comme une vitrine et que ce soit un projet démonstrateur du réemploi, à la fois auprès du grand public, mais aussi auprès des professionnels du bâtiment. Donc, je pense que ça, c'est un objectif qui est grandement atteint, mais il fallait le poser, comme quoi c'était une des directions qu'on voulait prendre. Le deuxième objectif, c'était aussi d'impliquer concrètement tous les acteurs, enfin un maximum d'acteurs locaux, et vous le verrez notamment sur comment dire, les établissements d'enseignement. Donc ça, Agathe pourra en dire un mot. Et puis le troisième objectif, c'était de rechercher des matériaux en provenance de l'extérieur. Parce que voilà, du réemploi in situ, on en fait, ex situ, où les matériaux de la caserne partent à l'extérieur, on en fait. Et là, c'était aussi de demander à la maîtrise d'œuvre d'aller chercher des matériaux ailleurs et de les intégrer au projet, et que l'architecte conçoive son projet avec ces matériaux. Voilà. Donc ça, c'était les objectifs opérationnels. Et puis après, le troisième point, il faut que la maîtrise d'ouvrage opérationnelle soit présente et s'implique très concrètement dans le projet du début à la fin. Donc ça veut dire du temps, de l'énergie et voilà. Après, il faut avoir en tête que le réemploi, dorénavant, n'est plus un fantasme, mais ça reste quelque chose de nouveau et d'un nouveau paradigme qui se met en place. Et qu'aujourd'hui, on est tous en train d'écrire le mode d'emploi. Il n'y a pas le réemploi pour les nuls, ça n'existe pas encore le livre, mais ça viendra et c'est par toutes les actions qui sont menées. Et chaque maître d'ouvrage, en s'y engageant dans l'aventure, amène sa pierre. Après, en termes de sujets que le maître d'ouvrage a vraiment eu à porter un retour d'expérience sur ce projet-là, donc il y a eu des sujets juridiques, il y a eu des sujets de marque publique, vous pourrez poser vos questions par rapport à ça, des sujets de ressources humaines, c'est-à-dire qu'il fallait à un moment donné trouver des bras pour faire des choses et que parfois on en a eu, parfois on n'en a pas eu et qu'on a dû changer notre fusil d'épaule pour continuer à faire le maximum de réemploi. Des sujets de temporalité aussi, hein, des gisements, ça c'est un grand classique. Des sujets logistiques avec le fameux gymnase dont on parlera, c'est-à-dire la plateforme de réemploi local du projet. Et puis, enfin voilà, après, c'est ce qu'en synthèse, il faut être opiniâtre, il faut voilà, garder tout au long l'énergie et l'envie et ne pas jeter l'éponge. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des belles choses. Et donc, voilà, participer à l'aventure. Donc, ça, c'est vraiment un appel aux maîtres d'ouvrage. Aujourd'hui, dans d'autres sphères, on constate que la plupart des maîtres d'ouvrage sont en action et c'est une très bonne chose. Voilà, il faut apporter sa pierre. Voilà, je pense que c'est très, très important et pour monter en compétences individuellement, mais collectivement. Agathe, J'enchaîne alors, ouais. du coup, bonjour tout le monde. Du coup, on va y aller rapidement. Je pense qu'on avait 1 heure en tout, hein, c'est ça, David? Donc, je vais essayer de passer rapidement, comme ça, on aura du temps pour revenir sur les questions qui vous concerneront un peu plus. Bon, très rapidement, pourquoi on fait ça, ce schéma, reprenez-le, il est fait pour, ça a été fait par Encore Heureux et ça explique un peu le constat de où on se trouvait il y a 10 ans. Maintenant, ça avance un peu, mais on sait qu'on va manquer de ressources, on sait qu'on a des tas de déchets et que les deux dynamiques augmentent. Comment est-ce qu'on fait? Le réemploi, c'est de regarder en fait ce qu'on a dans le tas de déchets pour éviter le statut de déchet et les réemployer en tant que ressources sur une opération ou sur une autre. Et ça, on peut le faire à différentes échelles. Donc, quand on réemploie, rappel, on évite l'extraction de matières premières, on évite la création de déchets et on oriente aussi du temps de travail local, donc la création d'emplois locaux non délocalisables. Et puis, 4e point bonus, on crée des lieux aussi atypiques ancrés d'histoire et de territorialité. Vas-y, tu peux continuer. Du coup, petit rappel aussi sur la hiérarchie de traitement des déchets. En tant que maîtrise d'ouvrage, vous avez la responsabilité d'éviter le statut de déchet. Donc, pour éviter le statut de déchet, c'est soit faire de la prévention, c'est ce qu'on fait sur le fait de réparer, par exemple, ou réduire ou anticiper les choses.
et par le biais du réemploi de matériaux, puisque quand on réemploie, on n'est pas dans le cadre du statut de déchet. Les 1%, je pense que tout le monde est au courant autour de la table, donc passons pour aller un petit peu plus sur le côté opérationnel. Là aussi, hein, différence réemploi, réutilisation et recyclage. Au-delà du statut de déchet, quand on recycle, on bouge plus loin les matériaux, on n'utilise plus d'énergie et on perd la valeur intrinsèque des matériaux. Enfin, on en perd une partie puisqu'on broie en général pour recréer la matière première. Donc allons-y directement. Donc, comme l'expliquait la maîtrise d'ouvrage, on a commencé par faire une réunion hors projet, à se dire c'est quoi les objectifs de vous, c'est quoi vos objectifs, c'est quoi les objectifs territoriaux. Et puis petit à petit, on a travaillé avec Brice en fait sur comment on adapte en fait le projet et comment l'agence Duclos a redessiné en fait le projet en fonction des matériaux qu'on trouvait. Donc c'était des allers-retours comme ça. Donc c'était plutôt intéressant parce que d'un coup on conçoit de manière un petit peu différente et on porte attention à ce qu'il y a sur place. Donc une fois que le diagnostic ressources a été fait, une fois qu'on a avancé en fait dans la conception à proprement parler, même si la conception se poursuit quelque part en phase chantier, le premier gros point qu'on a eu au niveau de la stratégie réemploi, ça a été de se dire comment en fait on allotit et comment on organise en fait le chantier, puisqu'il y avait déjà une première étape qui concernait en fait la dépollution, la déconstruction, le curage, dépollution des sols et aussi des amiantages, des plombages. Donc c'était un premier marché de consultation d'entreprise. Et puis ensuite on avait un autre marché pour le reste, finalement, tout ce qui concernait le clos couvert au-delà de sa première étape. Donc la première question qu'on se posait, c'est comment est-ce qu'on allotit pour la première, pour la deuxième étape, et quels sont les objectifs derrière. Donc on les a cités en amont, mais l'idée, ça a été de se dire quel est le contexte. Donc concrètement, coup de téléphone, hein. On appelle du monde, on essaie d'avoir des retours d'expérience, on essayait de voir quels sont les types d'entreprises ou les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui pouvaient potentiellement répondre, qui avaient déjà pratiqué, quels étaient les retours d'expérience, où est-ce qu'ils étaient pertinents, où est-ce qu'ils ont eu un peu plus de mal, comment on pouvait constituer en fait le lot en fonction de ce contexte-là. Donc ça, je vous en parle parce que finalement, ce retour d'expérience, on aurait peut-être fait autrement si on avait su. Donc en fait, on s'est dit, de manière assez naïve, entre guillemets, on va décomposer les lots. Donc on a fait 4 lots pour le premier appel d'offres. Un premier pour tout ce qui était dépollution VRD, un second pour tout ce qui était désamiantage, déplombage et curage du bâtiment. Et ensuite, on a fait 2 lots liés à la déconstruction, un premier sur les ouvrages architecturaux et un second sur tout ce qui était lié aux ouvrages plus techniques, électricité, CVC, sanitaire, etc. Ça a plutôt bien fonctionné, mais finalement, le retour des entreprises, ça a été de dire, en fait, si vous aviez tout rassemblé, les 2 lots, les 2 derniers lots de dépôt, si c'était rassemblé en un seul, on aurait peut-être été plus efficace au niveau du chantier. Notre objectif, c'était que les petites structures puissent répondre en se disant que si on constitue des lots plus petits, ce sera plus simple. Dans la pratique, c'est plutôt des entreprises dites classiques qui sont en train de se tourner, donc qui sont en train de passer de démolition à déconstruction, qui ont pris en sous-traitance des acteurs locaux de l'ESS. Ce que vous voyez là, c'est la synthèse de ce à quoi on a abouti suite aux étapes de conception. Donc, on voit le premier appel d'offres, le second appel d'offres. Je vous ai expliqué comment ils ont été à l'outil. Ouais, je finis juste. Oui, Donc, dans le premier appel d'offres, on a les étapes donc, de dépôt soigné. Ensuite, de désamiantage dépollution. Donc, évidemment, ça demande à ce que les zones amiantées et les zones plombées soient référencées sur le chantier. Mais ça permet surtout d'avoir 2 étapes de dépôt soigné. Ça permet d'éviter que tout le mobilier parte en fait lors du désamiantage. Ça peut arriver en fait dans le cadre des installations de chantier, il y a besoin de place. Et donc voilà, l'idée c'était d'avoir ces 2 étapes-là et on tournait en fait sur le site. Puisque le bâtiment est grand, ça permettait d'avoir une rotation. Ensuite, dans le premier appel d'offres, on avait déjà constitué dans le protocole réemploi tout ce qui était lié au tri et au conditionnement, puisque quand on dépose, il vaut mieux trier tout de suite pour éviter en fait de stocker des choses qui n'ont pas de potentiel de réemploi à proprement parler. Le lieu de stockage, du coup, j'y reviendrai, mais
On a un gymnase en fait qui était à proximité, donc on a démarché, et quand je dis on, hein, c'est vraiment maîtrise d'œuvre, donc aussi bien l'agence du clos mandataire, la mécanique des ruines, mais aussi d'autres acteurs de l'équipe de maîtrise d'œuvre, et puis bien sûr la maîtrise d'ouvrage, et j'ai envie de dire la maîtrise d'ouvrage étendue, puisque là on était la CEP, la ville de Poitiers, mais aussi Grand Poitiers. Et lors du deuxième appel d'offres, on a évité d'avoir un lot réemploi à proprement parler, parce que l'idée, c'était aussi d'habituer les entreprises locales à intégrer en fait des prestations liées au réemploi à l'intérieur de leur marché, en se disant qu'un maximum est préparé en amont. Il y avait aussi quelques actions de dépose soignée lors du deuxième appel d'offres, tout simplement pour des raisons techniques d'assurer le clos et couvert du bâtiment pendant l'interface entre les deux appels d'offres. Tu peux y aller, s'il te plaît. Et alors, ça y est. C'est bon? Donc, comment on s'est organisé? Concrètement, en fait, il y a eu plus de 200 matériaux qui ont été référencés. Là, je vais vous parler dans un premier temps des matériaux qui viennent du site et qui sont réemployés sur place, donc des réemplois in situ. Ce que vous voyez à droite, l'étiquette matériaux de réemploi, c'est une sorte de synthèse en fait du protocole réemploi, mais un mélange aussi avec un outil opérationnel et de stockage. Je vous explique. En jaune, la partie identification, vous avez une synthèse très très synthétique pour le coup des éléments importants qui ont été référencés lors du diagnostic ressources. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y avait un diagnostic PEMD qui a été réalisé en amont par Ecodiage. C'est important parce qu'on a pu s'appuyer dessus et essayer d'aller plus loin en fait par rapport aux objectifs. Donc la partie identification concerne voilà, les informations intrinsèques du matériau avant dépose. Ensuite, vous avez une phase 1 et une phase 2 qui correspondent en fait aux deux appels d'offres qu'on a constitués, que je vous ai présentés en amont. Et puis, il y a toutes les modalités qui sont bien précisées avec des cases à remplir en fait, pour les entreprises. Donc, concrètement, quand l'entreprise de la phase numéro 1 a déposé, elle a indiqué la date de dépose, les quantités réelles, puisqu'on part sur des quantités estimées avec des pourcentages de pertes estimés. Donc là, on a une première donnée plutôt réelle qui vient des matériaux qui ont été stockés dans le gymnase, dans l'espace de stockage. Et puis, la deuxième entreprise, du coup, peut avoir les informations de ce qui a été fait en amont et ce qui doit être fait en suivant. Donc, ça permet d'avoir une traçabilité des matériaux sur un seul et même document qui est affiché en lien avec le stock de matériaux issus du réemploi. Ce que vous voyez sur la photo de gauche. Et donc, très bien. Ensuite, il fallait organiser en fait cet espace de stockage. Au-delà du fait de trouver cet espace, de le rendre possible réglementairement et en termes de logistique, en termes d'assurance, en termes de qui surveille aussi cet espace-là, ça a posé beaucoup de questions. Certaines ne sont pas encore totalement résolues, mais on a avancé au fur et à mesure. Au-delà de ça, un espace de stockage, c'est très naturel. Dès qu'il y a du vide, il se remplit. Donc en fait, il faut l'organiser comme un vrai espace de logistique. Le fait qu'il y ait deux appels d'offres, en fait, on a organisé l'espace de stockage en fonction du deuxième appel d'offres. Comme ça, les premières entreprises ont déposé, trié, commencé à reconditionner quand c'était possible, et ensuite on stockait en fonction des futurs lots. Comme ça, l'autre entreprise, quand elle arrive, elle sait qu'elle a ses matériaux qui sont positionnés à tel ou tel endroit. On a fait que ça aussi en fonction des conditions et des besoins de stockage, c'est-à-dire qu'il y a la place, mais on avait aussi des problématiques de capacité portante du sol, mine de rien, et d'organisation pour pérenniser en fait les valeurs des matériaux. C'est ce que vous pouvez voir sur ce document-là. Et on peut continuer. En synthèse aussi, alors c'est des chiffres qui évoluent, puisque bien sûr, il y a des chiffres estimés. Ensuite, au fur et à mesure, on met à jour les données. Et puis, quand on arrivera au bilan, on aura des données réelles à vous donner. Mais au fur et à mesure, ça nous a permis de nous fixer aussi des objectifs quantifiés. Ça a été assez important. Parfois, on le fait en amont. Là, il y avait vraiment beaucoup de choses. Et c'était pas un chiffre, en fait, l'objectif important de la maîtrise d'ouvrage. Mais ça nous permet quand même d'en sortir. Donc, ce que vous voyez, c'est... donc, il y a eu plus de 200 références de matériaux qui ont été analysées sur place. Donc après, il y a des déclinaisons. Par exemple, les portes, vous en avez plusieurs parce que suivant le type, coupe-feu ou pas, vous en avez plusieurs.
Donc, on a déposé, donc il y a des plus, il y a des moins qui se font au fur et à mesure de la conception et même du chantier finalement. Donc, parmi les matériaux qui proviennent de la caserne, on a 95 tonnes à peu près qui étaient à déposer. On a orienté environ 15 tonnes en potentiel de réemploi ex situ. Tout ce qui était réemployé sur place, donc en in situ, a été stocké dans le gymnase. On n'a rien stocké parmi les matériaux ex situ. Enfin, tout ce qui a été ex situ a eu un stockage temporaire, mais l'idée c'était que ce soit évacué rapidement pour pas perturber en fait le stockage principal. Et puis, on a aussi des matériaux qui viennent de l'extérieur, qui sont intégrés au chantier de la caserne. Donc, voilà une synthèse un peu de ces éléments-là. Et à gauche, vous voyez des artisans qui déposent en fait des revêtements de sol extérieurs pour les stocker et pour un réemploi in situ. Quelques exemples, donc on va en balayer plein et puis on pourra détailler les process suivant vos questions, mais en incontournable, les radiateurs en fonte, donc vous les voyez sur place, un micro-référencement puisque chaque matériau a une référence directement sur place pour que l'ensemble des artisans puissent être au courant que ce matériau-là va être préservé. Une fois que c'était déposé, donc là on posait du... Pardon, on avait relativement de la place, donc le désembouage s'est fait sur place, et puis un stockage sur le chantier avant sablage, remise en peinture. Donc là, ça dépend, vous pouvez faire comme vous le souhaitez, et réemploi, remise en œuvre sur place. Pareil, les dalles de béton gravillonné, vous voyez l'état. En fait, pas de souci, ça a été déposé, bien stocké, nettoyé une par une, repalettisé et stocké en attendant. Voilà, donc c'est du gros travail de manutention, mais on s'y retrouve financièrement. Et puis comme je vous disais, voilà, c'est du temps de travail qui est sur place, c'est pas envoyé dans du transport, dans de la création en fait de ces produits. On a aussi des équipements électriques, une centrale incendie. Ça peut paraître bête, mais même des prises électriques extérieures. Enfin, au début, on se dit, ah, il y en a quelques-unes, et puis assez vite, il y en a 60, 80. Bon, on y va, quoi. Donc, tout est testé, stocké, référencé. Alors ça, il y a eu beaucoup d'histoires autour de ces luminaires parce que ils étaient vraiment souhaités. Donc, ils sont partis au CCAS, donc pas très loin. Voilà, exactement, sur un autre dossier de la mairie ou Grand Poitiers, j'ai un doute, mairie. Voilà, on peut continuer. Alors, vous verrez, là, il y a toute une histoire autour des escaliers. Donc, il y avait des escaliers intérieurs. Donc, l'entreprise est allée plus loin que ce qu'on lui a demandé parce qu'ils ont référencé carrément toutes les marches, contre-marches, et les escaliers ont été remis par l'eau. Donc, ça, c'était génial. Donc, vous voyez les différentes étapes, elles ont été poncées. Et après, donc c'est pour ça que je vous dis la conception continue parce que avec Brice, on a relevé en fait toutes les pièces. Et comme on a des outils informatiques qui sont quand même super puissants en conception, en fait, on redessine tout comme des éléments de plan classiques. Et puis, on peut commencer à dessiner à partir des matériaux réellement disponibles. Donc là, on a travaillé plutôt sur la banque d'accueil. On s'est dit qu'il fallait en garder aussi pour la caserne 2, pour l'intérieur du restaurant. Donc, il y a eu différentes propositions de faites en fonction des quantités, avec des prescriptions un peu et des assemblages possibles. C'est renvoyé en fait à l'agence du clos qui sélectionne, qui redessine. Et puis, on fait de la conception en fait partagée, bien sûr en lien, j'en ai pas parlé, mais avec le bureau de contrôle qui était là dès les phases APS pour valider les protocoles de réemploi et nous donner des indications. Typiquement, comme on est en ERP, il faut respecter une certaine épaisseur de bois minimum. Donc, ça nous permet aussi de trier, de sélectionner les matériaux. Là aussi, très belle histoire, c'est les clôtures, donc vous voyez à gauche qui sont à bleu, qui sont quelque chose d'assez important dans l'imaginaire des habitants de la ville, puisque ça a été présent très longtemps. Et là, on ouvre, on crée un parvis. Donc en fait, ces clôtures-là, elles ont été déposées par l'entreprise de VRD, stockées dans le gymnase. Et ensuite, l'entreprise Souille et les a récupérées, les a retravaillées, notamment en renforçant des éléments de cadre, et ils vont être mis en œuvre en tant que
en tant que garde-corps. Donc, entre-temps, on a fait aussi dans le protocole, c'était anticipé dès le début, mais on a fait un test Bellmer, en fait, pour s'assurer des capacités de la corrélation entre les capacités techniques de ce qu'on était en train de remettre en œuvre par rapport au domaine d'application visé, à savoir le garde-corps, donc qui est quand même un peu technique avec des questions de sécurité un peu importantes. Et la photo de droite n'est pas une image, c'est effectivement sur le chantier, c'est déjà en place. Oui, tout à fait. Et du coup, là, oui, on y viendra, on pourrait en parler pendant des heures. Autre exemple plutôt qui vient de l'extérieur, les plaques Girac. Donc, il s'agit, pareil, ça commence à devenir un classique du réemploi, mais à trouver les synergies, c'est un peu compliqué. En fait, c'est des chutes de découpe laser. Donc, sur tous les territoires, vous avez des entreprises qui font de la découpe laser et qui renvoient en fait au recyclage des plaques entières de métal. Donc là, c'est pareil, hein, comment ça s'est passé? C'est coup de téléphone, je cherche, j'en ai appelé plus de 25. Et au bout d'un moment, on tombe sur quelqu'un qui est intéressé. On va sur place, on regarde les process de fabrication en interne et on se dit comment est-ce qu'on peut valoriser en fait en réemploi les chutes industrielles. Donc répété, donc intéressant en termes de réplicabilité. Comment est-ce qu'on peut faire ça et comment on redessine en fait le dessin carrément de la façade, hein. Donc je salue quand même l'agence Duclos et Brice qui était capable en fait de redéfinir l'image du bâtiment en fonction de matériaux trouvés. Donc c'est quand même pas simple à faire. Donc voilà, ça a été un gros travail. Et en fonction de leur process en interne, en fait, on essaye de définir des dimensions pour que ça évite de leur créer en fait des surcoûts ou de générer des pertes de matériaux, puisque c'est quand même l'inverse le but. Et on a réussi à 25 km à créer une production en fait de chutes de ces plaques qui sont désormais mises en œuvre. Vous voyez les photos de mise en œuvre de ces plaques-là en tant que support de végétation sur les façades. Donc là, on est sur de l'écologie industrielle et territoriale. Et puis je rajouterais qu'ils fabriquent du matériel agricole. Alors d'un point de vue symbolique, avec la paille hachée derrière, c'est plaisant. Mais aussi, ils savent maîtriser la peinture. Donc c'est eux qui ont réalisé la peinture. On n'a pas d'image là, mais quand ils ont amené les panneaux, ils étaient super bien rangés. Enfin, ils maîtrisent le transport, ils maîtrisent beaucoup de choses. Donc c'est hyper intéressant de travailler avec eux. Mm. Et puis Et pour j'enchaîne avec le barrelage. On avait Oui, vas-y. le commercial d'Eternit qui passait à l'agence, et puis on l'a questionné aussi dans tout ce re-questionnement, ce changement de paradigme, comme disait Thomas, comment eux percevaient le réemploi dans leur process. Et donc, eux, ils sont encore au recyclage, ils sont fiers de faire du recyclage sous les routes, mais pour aller plus loin, j'aurais demandé, mais est-ce que les chutes que vous avez qu'est-ce que vous en faites? Donc, effectivement, il y a le recyclage, il y a les échantillons, etc. Et donc, ils m'ont orienté vers une entreprise qui fait de la découpe de panneaux pour les façades. Et il s'avère qu'ils avaient des chutes. Et donc, on a pu récupérer jusqu'à 150 mètres carrés de chutes Eternit. Et au moment où on a passé l'accord, ils en avaient encore plus, mais avec des panneaux de métal. Donc, on a tout récupéré et ça fait. Voilà, c'est une entreprise à côté d'Angers, Sibawari. Et on évite encore beaucoup de carbone grâce à tout ça. Et on a pu remettre en œuvre ces plaques Eternit sur la façade qui devaient être à l'origine en bois. Et donc, du coup, on ne le voit pas sur la photo de droite, mais c'est en partie basse. Au niveau de la terrasse, donc il sera hyper accessible, visible depuis la terrasse à R+2. Et on le voit sur le boulevard. Donc voilà, un patchwork de tout ça, ça fait parler aussi de ces plaques et ça se marie bien avec les couleurs du projet aussi. Autre exemple d'écologie industrielle et territoriale, les traverses béton SNCF. Donc ça, faut s'imaginer que des synergies comme ça. Alors, les chutes de découpe laser, c'est un peu plus facile parce que c'est des plus petites structures, on va dire. La SNCF faisait quand même un gros morceau pour investiguer. Donc ça a commencé, c'est un projet qui a commencé en fait il y a 5-6 ans, en fait, au-delà d'une rencontre. Je me suis rendu compte que la SNCF, en fait, envoyait dans des filières de recyclage et payait très cher pour évacuer, broyer en fait leur traverse béton. Il y en a différentes sortes, hein, bibloc, monobloc. Là, on s'est concentré sur les monoblocs
Euh, parce qu'en fait, on les prend, on les retourne et on en fait un vêtement de sol qui est hyper costaud, forcément, parce que c'est des choses surdimensionnées, puisque c'est pour des trains. Donc, ça veut dire que c'est circulable par les bus, par les poids lourds. Enfin, voilà, il y a pas de sujet de tenue par rapport à ça. Mais aussi, également, ça permet, bon, bien sûr, d'éviter de l'enrober ou du béton sur des quantités assez astronomiques, hein, mine de rien. Mais aussi, le fait de les retourner, de les positionner comme ça, en fait, faut s'imaginer que c'est des grands pavés qui ont une forme un peu convexe. Donc, du coup, il y a des creux quand on les assemble les unes à côté des autres, qui permet à la végétation spontanée et, de vivre, en fait, et en même temps de rendre ce sol perméable. Petit bonus également, si dans 20 ou 30 ans, il y a besoin de changer l'aménagement, on peut les déposer puisque on est sur un assemblage sec. Voilà, donc là, il y en a 1000 qui arrivent. La mise en œuvre va commencer d'ici un mois. Voilà, on est très content de ça et ça a demandé beaucoup de logistique côté SNCF, mais également de notre côté. C'est pas encore terminé, ce sera bon quand ce sera en place, mais c'est très 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 bien parti. Et puis maintenant, je vais vous parler aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, on a envie d'ouvrir au maximum à tous les acteurs et notamment aux futures générations. Et on a voulu travailler avec le lycée Réaumur pour réaliser ce que vous voyez à droite, le brise-soleil qui va venir juste au-dessus de l'entrée, protégé du soleil. C'est une grande verrière capter beaucoup de soleil le matin. Donc là, on vient à la fois protéger, retrouver une autre esthétique sur cette façade d'entrée. C'est un projet assez immense puisqu'il fait 6 mètres de large, 8 mètres de haut. Et donc c'est réalisé par des étudiants. On a voulu pousser la logique jusqu'au bout puisque l'idée c'était que ça soit fait avec des matériaux de réemploi aussi, forcément. Donc on avait trouvé des plaques. Je vais passer. En tout cas, on a commencé, je vais revenir sur les plaques. On a commencé l'année dernière avec Agathe par la présentation du projet, leur parler de pourquoi on faisait ça et leur parler un peu de réemploi et leur présenter ce qu'ils allaient faire pendant l'année scolaire. Et en dessous, vous avez une image des poteaux qui ont déjà été réalisés. Et puis là, à la rentrée, est en train d'être commencé tout l'assemblage pardon, la réalisation des modules, puisque c'est découpé en modules du brise-soleil qui vont être posés sur ces poteaux toute fin d'année, au début d'année prochaine. Donc effectivement, on avait trouvé ce gisement de tôle sur une ancienne passerelle qui était dans la halle au camion. Elles étaient chouettes, elles étaient gaufrées, 3 mm, c'était parfait pour l'épaisseur avec les dimensions qu'on voulait donner d'un point de vue structurel. Et puis, il s'est avéré que, pardon, j'anticipe, il s'est avéré qu'en fait, ces tôles étaient plombées. Donc, on les a passées en décapage pour enlever toute la pellicule qu'il y avait et on a refait passer, pour s'assurer qu'il n'y ait plus de plomb, le diagnostiqueur qui nous a dit, bah non, il y en a encore. Et la mauvaise surprise, c'est qu'il y en avait à cœur. Alors, c'est des taux très faibles, mais qui dépassent les seuils. Et on n'a pas joué avec le feu, c'est hors de question. On a des étudiants sous la main. Donc, on a abandonné cette idée. On a fait un appel à manifestation d'intérêt pour avoir, à la ressource en tout cas, pour avoir d'autres ressources qui proviennent de l'extérieur. On a la régraterie qui a répondu présente avec quelques tôles. On a aussi Avenir Réemploi qui est un nouvel acteur sur le territoire. Donc finalement, en rebondissant, on réouvre encore le champ des acteurs et on est ravis de ces collaborations. Euh, et puis, ces tôles, elles n'ont pas fini dans une décharge. Jocelyn Faure, qui était un des acteurs des constructions, les a récupérées. C'est lui qui les avait déposées d'ailleurs. Il les a récupérées et il en a fait des boîtes comme ça qui vont servir à protéger du mobilier urbain pendant des manifestations. Par exemple, voilà, des bornes incendie. Voilà, il se laisse la possibilité d'avoir d'autres conceptions, d'autres choses, mais en tout cas, il trouve une nouvelle vie et c'est heureux aussi. Et donc, quelques premiers résultats à vous annoncer d'un point de vue déjà social, puisque les premiers lots, sur les 4 premiers lots dont on vous a parlé, 3 avaient des clauses d'insertion. Et on a eu la joie de découvrir, une fois qu'ils avaient terminé, que
ils ont explosé les scores puisque le cureur est allé jusqu'à 320% de l'objectif demandé et de réemploi aussi, puisque, comme on vous l'a dit, Jocelyn Faure, qui est une entreprise de déconstruction, et SJSTP, qui est dans les TP, mais aussi dans les déconstructions, ont fait appel à l'économie sociale et solidaire avec VMS, qui est une association locale à Chevigny, Vienne Moldillard Solidarité, et puis, pardon, le collectif Mélusine, qui est une autre association locale qui fait du réemploi et qui a une expertise dans tout le domaine électrique. Et donc, voilà, grâce à eux, on a eu des taux d'insertion de 200 à 320%, ce qui est considérable. Et on les salue, ça fait 1500 heures de réinsertion pour ce projet sur ces quelques lots. Et puis, je laisse la main à Agathe pour nous présenter les bilans spécifiques au réemploi et aux matériaux. Oui, alors, j'aime pas trop Bilan, présenter des chiffres premier avant la bilan, fin, mais bon, visiblement, c'est beaucoup demandé. Donc, au niveau des indicateurs qu'on a retenus, en fait, on a retenu le tonnage parce qu'en fait, c'est un peu une unité commune et pas mal utilisée, notamment, on n'en a pas parlé, mais on est en lien avec Coopérative Carbone. Le chantier a obtenu le label bas carbone. Et en fait, on a atteint un audit. Il y a une personne qui va venir vérifier en fait ce qui a été réellement mis en œuvre en termes de matériaux de réemploi. Et donc là, l'indicateur qui est choisi, c'est le tonnage. Donc ça sert pas mal, notamment pour les financements, parce que l'idée, c'est d'obtenir des crédits carbone, donc d'avoir en fait un financement indirect à la tonne de matériaux réemployés sur site. Donc, on est à peu près à 90 références de réemploi in situ. Donc, parmi les 200 qui ont été recensées, bon, il y a des choses qui se sont retirées, etc. Et il y en a 90 qui sont réemployées sur place. Pour le ex situ, on est plutôt sur 95 références. On est à 15 tonnes. Vous remarquez qu'il y a un delta significatif entre le début et ici en termes de tonnage. Ça, on va vous expliquer, c'est lié au côté opérationnel. Enfin, je peux vous expliquer maintenant parce que c'est assez intéressant, je vous le fais de manière courte. Mais en gros, donc il y a toute une question de certificat de cession, bien sûr, avec à qui appartient les matériaux et comment c'est cédé. Donc là, tout ça, c'est tracé, c'est précis et il y a des documents, en fait, les certificats de cession pour bien tracer ces éléments-là, enfin le changement de propriétaire. Et en fait, c'est en allant un peu plus loin, on disait, bon, quand la maîtrise d'ouvrage publique achète un matériau, ça répond à certaines caractéristiques, enfin, il y a des règles, hein, mais une fois que ces règles sont passées, quand la maîtrise d'ouvrage achète, donc elle obtient un certificat de cession pour bien dire, j'ai acquis ce matériau, il vient de là, etc. Donc ça posait pas trop de soucis parce qu'en fait, on en avait quelques typologies, on en avait 4-5. Donc, en termes de gestion, de signature de ces certificats de cession, ce n'était pas réellement un problème. Par contre, quand on est rentré un peu dans le détail et qu'on s'est dit que Madame la maire de Poitiers devait signer chaque certificat de cession pour chaque matériau qui sortait en fait du chantier, là, ça a été plus problématique. Donc, au lieu de se dire on évacue et on fait plus de ex situ, ce qu'on s'est dit, c'est que ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter les marchés de telle manière à ce que l'entreprise devienne détenteur du matériau au moment où elle signe son marché, avec, en lien avec son lot, un objectif de réemploi ex situ. C'est-à-dire qu'elle a été accompagnée pour trouver des repreneurs, mais c'était la responsabilité de l'entreprise de trouver des repreneurs sur les matériaux dont elle avait la responsabilité. L'idée, c'était pas de bloquer l'entreprise non plus. Donc, ce qu'on a fait, c'est que suivant le tonnage global, en fait, on leur a donné des objectifs minimums. Donc, 1 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes, suivant les lots, à sélectionner parmi la liste des matériaux qui la concernent pour trouver des repreneurs à l'extérieur. Et ça a plutôt bien fonctionné parce que du coup, ils sont allés plus loin que les objectifs initiaux. Mais c'est pour ça qu'on retombe sur 15 tonnes pour le réemploi ex situ. Et puis, les matériaux qui proviennent de l'extérieur, donc là, vous voyez 315 tonnes, forcément, quand on a mis le traverse béton, ça fait augmenter les statistiques. L'idée, c'est pas de tricher, c'est juste que, voilà, on se rend compte là, en regardant ça, que quelquefois, l'impact carbone et le tonnage, c'est des indicateurs qui sont totalement différents. Donc, en fait, le fait de faire tonnage, mètre cube d'eau évité,
et impact carbone évité, ça permet d'avoir une lecture déjà plus réelle de l'impact du travail lié au réemploi sur cette opération. Donc on a le tonnage. Les 400 tonnes, on les tient parce qu'au fur et à mesure, on s'est dit, ça c'est un bon objectif, donc on les tient. Il y a des choses qui se retirent, il y a des choses qui se rajoutent, mais on le tient. Les mètres cubes d'eau évités, en fait, c'est plus une résultante, mais mine de rien, franchement, moi la première, j'étais hyper surprise parce qu'on fait le truc sans trop réfléchir en se disant, bon, voilà, je sais que ça a de l'impact, etc. C'est intéressant là parce qu'il y a un potentiel de réemploi, mais quand on commence à analyser et à faire un calcul global, la consommation annuelle de 415 Français, c'est quand même super impressionnant et ça donne envie de poursuivre le travail. Pareil pour l'impact carbone évité. Bon, on est quasiment à 150 vols aller-retour Paris. C'est quand même pas rien, en fait. Donc, de communiquer autour de ces indicateurs-là, au-delà de la performance, entre guillemets, autour de ces indicateurs, c'est surtout pour partager le fait que nous-mêmes, enfin moi la première, on était quand même assez surpris de l'impact que ça pouvait donner. Alors c'est une grosse opération, mais n'empêche que chacun peut le faire, quoi. Et c'est bien de se rendre compte de la responsabilité qu'on a, en fait, en tant que maîtrise d'œuvre et en tant que maîtrise d'ouvrage. On en a Le parlé label bas rapidement, le carbone. label bas carbone. Tu veux compléter peut-être, Brice? Non, j'ai Non? pas. Enfin, le label bas carbone, il est à la fois sur le réemploi, mais aussi sur les biosourcés. Donc, et Ouais. une partie du réemploi, parce qu'ils ne considèrent pas tout. Et voilà, c'est un label. Donc, on va suivre leur demande. On fera notre bilan, ils feront le leur, qui va être un bilan qui va permettre d'avoir les subventions, comme tu disais. Mais voilà, c'est des calculs différents, mais tout aussi intéressants. Et puis, tu peux en parler aussi. Du coup, on a vu que Valovat lançait un appel à projet. On s'est dit, au niveau du timing, parce qu'il fallait que le projet soit en chantier sur une certaine période, ça colle, on tente. Et puis, de toute façon, on avait déjà toutes les données. Donc, on a communiqué en fait toutes les informations qu'on avait. On a été invités à venir sur Paris, présenter notre projet. Il y avait pas beaucoup de projets du territoire, comme on dit, mais n'empêche, on était particulièrement fiers et on a obtenu le prix national projet exemplaire en réemploi de cette année 2025. Donc, on était très heureux. Voilà, tout simplement. Et la particularité de ces trophées, vous pourrez aller retrouver la vidéo, parce que je pense qu'on n'a plus le temps. Ils ont fait une vidéo par projet qui est sur leur site, qui peut être des sources importantes d'informations pour tout un chacun. Et puis vous verrez celui de la caserne. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. C'était vraiment très très concret et très intéressant. On a la question, en fait, Lorraine, je te laisse la poser, qu'on attendait tous pour le coup. Donc, Lorraine, je t'en prie. Oui, bonjour du coup à tous et merci pour cette belle présentation et ce retour d'expérience, c'est toujours très riche. Oui, c'est au niveau des impacts économiques, si vous avez pu étudier des choses ou pas, est-ce que vous avez fait des comparatifs par rapport au coût d'achat des matériaux, au temps de main-d'œuvre, comparé à un projet classique, est-ce que vous avez fait des choses ou pas sur le sujet? Alors, je vais répondre déjà de manière globale. On a toujours eu la même politique que sur la maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, de tenir le budget qu'on avait. Donc, en tout cas, c'est à coût ISO pour nous. On sait qu'il y a certaines choses où on gagne de l'argent, d'autres où on en perd. Mais l'idée, c'est que le projet au global, il soit à niveau neutre, quoi. Donc, on n'a pas encore travaillé dans le détail tous ces plus et ces moins. Je ne sais pas si, Agathe, tu as de quoi répondre sur les traverses SNCF, en tout cas peut-être pas sur notre projet, mais sur des retours d'expérience de la SNCF. Alors, honnêtement, on a commencé à faire des analyses financières, mais on préfère attendre la fin du chantier avant de communiquer des données, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des aléas. Ça fait partie de l'histoire, j'ai envie de dire. Par contre, on a effectivement quelques données. Si je me concentre sur les traverses SNCF, encore une fois, en gros, la SNCF l'a fait en interne pour faire un petit bout de stationnement. Et en interne, donc le mec qui me faisait son retour d'expérience m'a expliqué qu'ils arrivaient en interne à
à arriver au même coût que de l'enrobé. Moi, j'étais trop folle. Je me suis dit, mon Dieu, si on arrive à remplacer de l'enrobé par ça, c'est vraiment génial. Attention, nous, on arrive quand même à plus cher. On est plutôt... Je vais prendre mes informations, mais c'est... Enfin, vous savez bien que même en neuf, on a du mal à faire des estimations très précises sur certaines prestations. Donc là, vous imaginez qu'on avait des écarts assez importants d'une entreprise à une autre, suivant déjà si, comment elle s'était projetée dans son process, même si tout était décrit au maximum, y compris sur le Oui, type de transport, le type de mise en œuvre, etc. oui, On a... on n'est pas la SNCF, on n'a pas à disposition à côté de chez nous les traverses, donc il faut aller les chercher. Donc Voilà, c'est ça ça. suppose du transport, ça veut dire aussi qu'on est tributaire du planning de la SNCF, donc on a demandé à l'entreprise de prévoir le stockage temporaire. Si, admettons, la SNCF nous presse d'aller les chercher et que nous, on n'est pas prêt à les poser sur le chantier, donc c'est toute cette logistique-là qu'on n'a pas maîtrisée dans leurs chiffres. Mais voilà, je te laisse continuer, Agathe. Oui, effectivement, on n'a pas précisé, mais à chaque fois qu'il y avait une prestation en réemploi, on avait aussi une variante ou un prix pour mémoire en neuf, hein, pour sécuriser le marché, tout simplement. Du coup, concrètement, on a eu 2 appels d'offres, donc il y a des prix qui varient, mais en gros, donc, le transport a un impact énorme, hein. Je l'ai fait quand même en ratio mètre carré. Au prix, Hors hein, un impact transport, sur le prix, hein. ouais. Hors transport, on arrive entre 130 et 140 euros du mètre carré hors transport, sachant que les traverses, c'est 1,40 € du mètre carré. En fait, c'est 1 € l'unité de traverse. Ça, c'est le coût de vente de la SNCF. Donc, tout compris hors transport, y compris mise en œuvre, parce qu'on avait quand même un terrassement avec un lit de sable à faire. On doit décaisser d'une certaine hauteur parce que c'est quand même quasiment 30 cm d'épaisseur. Donc là, on avait des suggestions. On arrivait entre 130 et 150 euros du mètre carré. Et le transport, donc au début, on en avait trouvé 2000 à Toulouse. Finalement, on en a trouvé à Bordeaux. Le transport Bordeaux-Poitiers, pour ces traverses-là, on revient à 30 euros du mètre carré. Et si on était à Toulouse, on arrive à 60. Donc vous voyez, déjà, la distance a un impact assez important. Sur la mise en œuvre hors support, puisqu'il était déjà là, mais compris épaulement, parce qu'il faut tenir en fait. Ils sont posés à sec, mais il faut quand même tenir sur les extrémités pour éviter qu'il y ait du déplacement sur le long terme. Donc, mise en œuvre hors transport, on est autour de 50 euros du mètre carré. Et si on prend le support terrassement et lit de sable, on est à 80. Donc, en gros, on arrive entre 130 et 150 euros du mètre carré hors transport pour ce revêtement-là. Sachant qu'on était sur le même appel d'offres sur du béton désactivé à 125. Et on n'est pas sur les mêmes capacités, parce que là, vous pouvez faire circuler du poids lourd, quoi. Donc techniquement, on est au-dessus, quoi. Voilà. Un Est-ce qu'il ordre y a d'idée. d'autres questions? Pardon, excuse-moi, Agathe, Oui, c'était non, très non, intéressant. vas-y, enchaîne. Je vois pas d'autres questions, mais n'hésitez pas. On avait évoqué peut-être un truc à évoquer, mais j'attends d'abord les questions si jamais. Non, j'en vois pas. Peut-être peut-être juste revenir un petit peu sur la réflexion autour du stockage. C'est la réflexion qu'on a eue un petit peu en préparant, avec la entre guillemets chance qu'on avait eue d'avoir la zone de stockage qui était juste sur le site. Mais du coup, est-ce qu'on peut faire du réemploi partout? Voilà, la zone de stockage, est-ce qu'elle est nécessaire? Comment on s'en sort? Alors, oui, on peut faire du réemploi partout. Par contre, il faut adapter les matériaux sélectionnés au potentiel de stratégie. C'est-à-dire qu'en fait, il faut commencer par analyser de quoi on dispose potentiellement et de quoi on dispose pour sûr. Et ensuite, et on sélectionne en même temps en parallèle les matériaux qui ont un potentiel de réemploi quand on a un chantier réhabilité, quand on n'est pas sur du neuf, quoi. Il faut réussir à faire une synthèse de tous ces éléments. C'est-à-dire que la stratégie de réemploi doit être poussée plus ou moins loin suivant ce dont on dispose sur place. Donc là, effectivement, il y avait le gymnase qui était à proximité.
Ce que je disais effectivement en préalable, c'est que souvent on me dit, ben oui, mais là, il y a le gymnase, c'est parfait, du coup, vous avez pu pousser. Oui, c'est vrai. Mais en fait, le gymnase, il n'était pas prévu du tout dans l'opération au début. Donc, il a fallu déjà le voir. Bon, forcément, il était sur place. Donc, au bout d'un moment, on le voit assez rapidement, mais questionner pourquoi il n'est pas utilisé ce bâtiment, à qui il appartient, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de moyenner quelque chose? Et au bout d'un moment, on met un petit orteil au pied de la porte et puis bah, finalement, petit à petit, la porte s'ouvre. Mais il y a beaucoup d'étapes. Ça prend des semaines, voire des mois. Et puis, il y a des questions, il y a eu des questions ouais, d'assurance. Qui assure le bâtiment à ce moment-là? Comment, enfin, ça, je vais peut-être laisser Thomas d'ailleurs Oui, bah, prendre pour le relais rebondir, là-dessus. donc, ouais, les différents points, donc un gymnase, bah, il servait de gymnase. Donc, la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on peut y faire du stockage? Parce que du stockage, eh ben, on a une problématique incendie. Donc, en fait, il a fallu faire rapidement une faisabilité au regard sur les critères de la sécurité incendie. Donc, ça, on a causé avec notre bureau de contrôle qui, même une fois, on était sur place dans le gymnase, qui a appelé le préventeur au SDIS pour se dire, ben voilà, voilà le sujet que l'on a. Au niveau bâtimentaire, on voit qu'on a des petits vasistas partout et donc on peut faire du désenfumage naturel. C'est-à-dire qu'une fois qu'on ouvre toutes les petites fenêtres, s'il y a un départ de feu, eh ben, au moins les fumées iront dehors. Donc voilà, on a fait une faisabilité sur la sécurité incendie pour se dire oui, on peut faire du stockage là-bas. Après, il a fallu faire une faisabilité aussi sur la capacité portante du dallage. Parce que, et donc faire une étude de sol, toujours par un bureau de contrôle, avec des carottages, des essais à la compression pour voir ben, c'est quoi la capacité portante de ce gymnase et pour se dire, bon ben voilà, c'est caractérisé à 500 kg et faudra que le stockage, on le fasse en fonction. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas faire des montagnes de radiateurs, il fallait les répartir, par exemple. Et donc, ça prend de la place et donc après, ça impacte le plan d'occupation du gymnase. Voilà. Après, on a eu aussi un sujet d'assurance, c'est-à-dire que qui assure ce bâtiment? Donc, la ville de Poitiers nous a dit, ça va être le mandataire de la ville de Poitiers, donc Poitou Aménagement, on dit, non, nous, on ne va pas prendre ça, ce n'est pas dans notre mission. Et donc, on a réussi, on a cogité tous ensemble, et donc on l'a injecté comme règle du jeu dans le PGC à l'entreprise gestionnaire du compte prorata, en disant, cette entreprise devra prendre une assurance spécifique pour assurer le gymnase. Après, il y avait aussi une problématique de loyer. C'est-à-dire que la ville de Poitiers, il a fallu signer une convention entre l'entreprise gestionnaire du compte prorata et la ville de Poitiers propriétaire. Et donc, pour graver, enfin, je veux dire, au niveau administratif, ce droit d'occupation du gymnase. Et puis après, aussi la gestion des clés. Enfin, voilà, il y a eu tous ces sujets qu'il a fallu identifier et pour lesquels il a fallu réfléchir et trouver des solutions afin de rendre ce gymnase opérationnel pour faire du stockage. Et Oui. puis, il a été aussi demandé aux entreprises de mettre en place un transpalette qui comprend une balance pour peser les matériaux. Ça les aide au quotidien, mais aussi justement pour répondre à la question des 500 kg au mètre carré. Donc voilà, tout ça, ça a complété. Merci infiniment pour ces réponses. Donc, on a un midi circulaire un peu plus long que d'habitude, mais en tout cas, il n'y avait pas une seconde inintéressante, en tout cas, dans ces midis circulaires. En tout cas, on vous remercie. J'imagine que quand même dans l'Assemblée, il devrait y avoir d'autres questions. N'hésitez pas à revenir vers nos interlocuteurs qui voilà, vous répondront avec plaisir. Je pense qu'il y aurait 10 000 trucs à dire sur ce sujet-là. Donc, on remercie encore une fois à la fois Brice, Thomas et Agathe pour leur présentation. On vous remercie aussi pour vous, pour votre participation, parce que encore une fois, c'était un peu plus long, mais en tout cas, vous avez été très sages et très attentifs. Et on vous dit à la prochaine. Merci beaucoup. Bon Au revoir. appétit. Au revoir. Merci, au revoir. Salut.